Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Même s'il est présent dans différentes sociétés d'exploitation minière, le Mali ne tire pas assez profit de tout le potentiel dont regorge son sous-sol, ce qui fera dire à bien d'observateurs, par exemple, que l'or ne brille pas pour tous les Maliens. Dans cette émission, nous avons décidé d'aller à la découverte d'un privé, un Malien qui s'est lancé dans ce domaine il y a maintenant une vingtaine d'années. Nous recevons donc M. Aliou Boubacar Diallo qui nous a fait donc le privilège de nous recevoir ici dans les locaux de Wassoulor. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici. Première question. Vous avez fait des études supérieures en Tunisie et en France, mais vous décidez de revenir au Bercail alors que vous aviez la latitude de faire valoir votre expertise. Pourquoi ce retour au Bercail? Pourquoi n'être pas resté à l'extérieur finalement? Bon, ce retour au Bercail s'explique par le fait d'abord d'une part que le Mali est un pays à haut potentiel dans les ressources minières, et d'autre part que j'avais eu une expertise à la fin de mes études qui me permettait de lever de l'argent sur les marchés financiers internationaux pour les drainer vers la mise en valeur des ressources minières du pays. Donc j'ai voulu venir investir au Mali par la prise d'un permis de recherche minière et avec des rachats de dettes du gouvernement du Mali et de financer les débuts de l'exploration par les produits de recouvrement des créances que j'avais sur le Mali. C'était un appel pour le pays, le patriotisme, revenir au pays, travailler coûte que coûte? On peut l'interpréter comme ça, mais pour moi, je suis de la région de Caille. Il y a déjà beaucoup de potentiel minier dans la région de Caille. Tout Caïsien est un peu orpailleur dans son âme. Donc, quand j'avais la possibilité de lever de l'argent sur les marchés financiers, j'ai dit je vais l'orienter prioritairement dans l'investissement minier. Donc, c'était plus un objectif qu'autre chose. Ok. Il semble y avoir un paradoxe. Depuis la nuit des temps au Mali, on parle de l'or du Bouré, l'or du bambou. Et depuis un certain temps au Mali, à chaque fois qu'on parle d'exploitation aurifère, allusion est faite à Randgold, à d'autres sociétés, pour ne citer que celles. Est-ce que vous, en vous lançant dans le domaine, c'était une façon pour vous, pour le Malien, de se réapproprier son or? Moi, je pense que l'or du Mali, déjà, appartient aux Maliens. Et quoi qu'on le fasse, quoi qu'on dise, in fine, l'or du Mali profitera aux Maliens et restera malien. Il y a de la place pour tout le monde. Le code minier malien est très cohérent. Il fait de la place aux investisseurs étrangers, tout en leur laissant la possibilité d'expatrier les profits où ils veulent. Mais il fait de la place également aux Maliens. Et la présence de ces grandes multinationales, à mon humble avis, donne une crédibilité certaine au Mali quant à sa possibilité, à la possibilité même pour le Mali d'être un grand pays minier. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'atermoiement sur la richesse du Mali en or. La preuve, les majors dans le monde sont là, Anglo Gold est là, Randgold est là, d'autres grandes compagnies sont là. Donc ça crédibilise le potentiel. Et maintenant, c'est à nous, Maliens, de faire le reste du travail. Le reste du travail, qu'est-ce que vous entendez par cela? Parce que le potentiel est tellement immense qu'il y a de la place pour tout le monde. Maintenant que le pays est crédible sur le plan international quant à sa capacité à produire beaucoup d'or, c'est à nous, Maliens, maintenant, d'attacher la ceinture et de lever de l'argent pour venir investir dans ces secteurs et essayer d'avoir notre part dans ces gâteaux. Ok, il y a la place pour tout le monde, vous l'avez dit, mais Monsieur le PDG, est-ce aussi facile que cela? Parce que vous, personnellement, quand on suit votre parcours, de la conception, par exemple, de Kodjeran à son opérationnalisation, il s'est écoulé à peu près une dizaine d'années avant qu'on ait le premier lingot d'or. Peut-être ça veut dire que ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser? Ce n'est pas aussi facile parce que l'accès au financement pour les sociétés contrôlées par des nationaux n'est pas facile. Et généralement, on demande à ce que le projet soit confié à un opérateur international ou bien même qu'il soit l'actionnaire majoritaire pour pouvoir le financer.
Donc nous, ce que nous avons fait, c'est essayer de garder la majorité, le contrôle du capital de la société en confiant l'opération à des professionnels. Comme j'aime le dire souvent, ce n'est pas parce que vous avez un permis de conduire que vous pouvez vous mettre au volant de la Formule 1. Donc ça, c'est une affaire de professionnels. Nous avons certes la mine. C'est devenu difficile parce que nous avons voulu continuer de garder le contrôle de la mine, d'être un acteur majeur dans le management de la mine, mais nous avons confié la conception, la construction et l'opération de la mine à une société canadienne qui avait le know-how pour le faire pour nous, sans que cette société ne soit actionnaire. Ça a été une des sources de nos problèmes parce que quand il y a eu les événements politico-militaires de 2012 et que l'ambassade du Canada et les autorités fédérales canadiennes ont donné des consignes pour que les Canadiens quittent le Mali, mais l'opérateur, qui n'était pas actionnaire dans ma mine, a dit « Monsieur Diallo, je vous aime bien, j'aime bien votre projet, mais mes assurances ne vont plus me couvrir parce que j'ai des instructions des autorités fédérales canadiennes de quitter le Mali. » Et c'est comme ça qu'on a été très vite confronté à un problème. Justement, en 2012, le Mali et l'Afrique ont suivi avec beaucoup de fierté la présentation du premier lingot d'or, justement. Mais comme vous venez de le dire, un mois seulement d'exploitation, tout s'est arrêté. Est-ce que c'était dû aux événements politiques exclusivement ou bien il y avait d'autres explications par rapport à l'arrêt de Kodjeran, par exemple? Le départ de l'opérateur s'explique sur les faits politiques, sur les risques politiques du pays à l'époque. Et après, il y a eu des problèmes d'opération de la mine. Les problèmes d'opération de la mine, parce que nous, le contrat qui était fait avec l'opérateur, c'est qu'il concevait l'usine, il construisait l'usine et ils opéraient l'usine pendant une période de 3 ans, au bout de laquelle période, ils transféraient la gestion à mon équipe malienne. Donc malheureusement, juste un mois après l'inauguration, il y a eu le coup d'État, parce que nous avons inauguré le 25 février 2012, et il y a eu le coup d'État le 22 mars 2012, et il y a eu le contre-coup d'État au 30 avril, et après, l'opérateur a décidé de partir. Ils ont abandonné le site. Et quand ils ont abandonné le site, on a été confronté à un problème d'opération. Au début, moi, je ne voulais même pas arrêter la production. C'était une question d'honneur. J'ai dit, on vient juste de commencer. Ils sont partis. Nous allons prendre notre destin à bras le corps. Nous allons assumer nos responsabilités et essayons d'opérer, même à leur absence. Mais malheureusement, on a été confronté très vite à des problèmes parce que le commissioning de l'usine n'avait pas été terminé. L'inauguration a été faite en pleine période de commissioning. Et comme vous l'avez dit, qu'il y a un lingot qui a été présenté, au contraire, il y a eu plusieurs lingots qui ont été produits. Certes, nous n'avons pas atteint les niveaux de production escomptés parce que l'opérationnel n'était pas au rendez-vous. Et c'est quand on a commencé à perdre de l'argent qu'on a décidé d'arrêter jusqu'à ce qu'on voit de près ce qu'il y a dans l'usine au niveau conception, au niveau vis d'effort, et pour reprendre les travaux de finition, éventuellement faire les modifications qui s'imposent et reprendre le commissioning. Et c'est ce que nous sommes bien en train de faire. Oui, puisqu'en termes de prévision, on parlait de 58,6 tonnes. Mais monsieur le PDG, il y avait d'autres explications relatives à cet arrêt. D'aucuns ont parlé de faiblesse de la teneur. Que la teneur n'était pas aussi élevée que ça, et puis bon, voilà. Non, c'est la région du Ouassoulou, surtout la région où nous exploitons, c'est une des régions les plus riches du Mali. C'est un système filonien. Depuis l'époque des Russes, les filons qui sont à Kodjeran ont été confirmés, ont été découverts. C'est des filons qui ont des teneurs à plus de 2 chiffres. Et d'ailleurs, depuis notre procès en règlement préventif, où nous avons investi environ 26 milliards de francs CFA, 13 milliards dans l'appurement du passif et 13 milliards pour le redémarrage, nous avons fait à peu près 100 000 mètres de sondage. Donc c'est pour vous dire que maintenant nous maîtrisons la géologie, nous connaissons les yeux fermés où se trouvent les zones à 2 chiffres, des teneurs à 2 chiffres, des teneurs à plus de 5 grammes à la tonne, mais aussi des teneurs stériles. Donc, ce n'est pas une question de teneur. Maintenant, nous avons décidé d'aller vers le selective mining pour exploiter les zones
qui sont les plus prometteuses pour respecter notre objectif de production et les niveaux de production que nous avons communiqués à l'État. Ok. L'arrêt de Codiran, monsieur le PDG, avait fait couler beaucoup d'encre et de salive, notamment au niveau des salariés. À un moment, on parlait de règlement préventif. Est-ce que tous les aspects liés à l'arrêt et à la future reprise, tous ces aspects-là ont été gérés, épongés, réglés? Absolument, il n'y a pas de problème à ce absolument, parce qu'au moment de l'arrêt, on était dans un passif exigible d'environ 13 milliards. Et tous les passifs exigibles ont été complètement apurés. Et nous avons un budget de redémarrage d'environ de 13 milliards. Et 13 milliards plus les 13 milliards d'appurement du passif, donc nous ont permis aujourd'hui, depuis le 14 juillet 2015, d'investir plus de 26 milliards. Donc maintenant, le minerai est prêt, l'usine est prête et nous allons exploiter le dernier trimestre de 2016. Et avec ces derniers trimestres, nous avons bien l'intention de respecter, d'atteindre nos objectifs de production. Donc, opérationnel à partir du dernier trimestre 2016? Absolument, absolument, parce que tout est... Vous avez fait la visite de la mine, vous avez vu les équipements, nous avons acheté beaucoup d'équipements neufs, des équipements Caterpillar, des Nelson, des Falcon, il y a des Australiens, des Canadiens qui sont venus, des Sud-Africains. Nous avons même acheté quelques équipements avec Liber. Maintenant, nous sommes prêts, aussi bien au niveau de l'usine qu'au niveau de la carrière, pour, dans le cadre d'un selective mining, pour alimenter l'usine, d'atteindre nos objectifs de production d'ici la fin de l'année. Ok. Aucun problème. Codiran, c'est 100 km², hein, on nous l'a fait savoir lors de la visite. Aujourd'hui, ce sont 2 km, à peu près 2%. Est-ce qu'il y aura une montée en force, une montée progressive des sites d'exploitation? Pour le moment, nous sommes concentrés sur le site principal, qui est Codiran. Le site principal qui est Codiran, que nous explorons en ce moment aussi bien dans la partie oxydée que dans la partie sulfurée. Les 100 000 mètres de sondage que nous avons réalisés depuis un an et qui sont en cours, d'ailleurs vous avez vu les sondeuses qui sont en train de travailler sur le terrain là-bas, ces 100 000 mètres ont été faits en partie sur la partie mort-terrain et sur la partie en roche. Donc les filons d'or qu'on voit qui affleurent en surface vont jusqu'à 1000 mètres parce que nous avons fait des sondages de 1000 mètres. Jusqu'à 1000 mètres, nous avons encore intercepté ces filons avec des lors visibles, avec des ténèbres extraordinairement élevés. Donc nous sommes en train de commencer tout simplement l'exploitation des têtes de filons et nous allons naturellement les suivre jusqu'à 1000 ou 2000 mètres de profondeur. C'est le début d'une histoire. Monsieur le PDG, selon des informations publiées par certains de nos confrères récemment, Pearl Gold, qui détiendrait 25% des départs dans Wassoulor, aurait estimé avoir été abusé. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans tout ça ou vous pensez que c'est de l'intox? C'est de l'intox parce que Pearl Gold, c'est ma création. C'est moi qui ai créé Pearl Gold en Allemagne. Quand j'ai voulu coter 25% de ma mine à la bourse, c'est moi qui suis allé en Allemagne, j'ai créé Pearl Gold, je l'ai appelé Pearl Gold. Actuellement, aujourd'hui, j'ai encore plus de 20% de la compagnie. Je suis l'un des gros actionnaires de Pearl Gold. Il y avait eu un actionnaire minoritaire qui avait pris du pouvoir dans la compagnie. Voulant utiliser cette prise de pouvoir dans Pearl Gold pour une prise de contrôle de Wassoulor, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils ont perdu 3 procès en Allemagne, ils ont perdu plusieurs procès au Mali, ils ont été déboutés en 2015 à Paris. Le parquet de Paris a classé sans suite leurs plaintes qu'ils ont déposées. Franchement, c'est de l'intox. Mais nous, la réalité, c'est que nous avançons. En ce moment, nous avons plus de 500 employés sur le site. Nous avons des accords avec tous nos fournisseurs, Total et tous les sous-traitants. Géodrill, ils sont sur le terrain, ils travaillent. On n'a aucun centime d'arriéré de paiement avec nos sous-traitants et nos fournisseurs. Donc, et les salaires, il n'y a aucun problème avec les employés. Et Dieu merci, alhamdoulilah, nous avançons bien. Juste le temps de revenir sur ces procès qui étaient devant les parquets, que ce soit en Europe, ici, qui ont été perdus. Mais on apprend aussi que quelqu'un est
poursuivi au pénal. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comme je vous ai dit, un actionnaire minoritaire de Pergol du nom de Michael Reza Pacha avait pris les pouvoirs dans Pergol. C'est lui qui est venu inventer toutes sortes d'histoires ici pour essayer de nous poser des problèmes. Il a perdu 3 procédures en Allemagne. On vient de le virer de la direction de Pergol en mettant une nouvelle direction qui fait une politique conforme à la volonté de la majorité de l'actionnariat. Et il y a 2 poursuites pénales contre lui en Allemagne, parce qu'il a toujours nié le droit, il a toujours refusé le droit, malgré l'injonction du juge en Allemagne qui l'interdisait de reporter une énième fois l'organisation d'une assemblée générale des actionnaires. Il s'est entêté à le faire. Donc il y a une poursuite pénale contre lui en Allemagne. Oui, sans pour autant insister là-dessus, Monsieur le PDG, il y a aussi ces informations relatives à une collision par rapport à Airbus. On parle de marché d'équipement militaire dans lequel Wassoulor et ses PDG seraient aussi mêlés. On parle de ça aussi, Monsieur le PDG. Oui, je vais vous dire, comme je dis, on ragote beaucoup. Mais moi-même, je n'ai jamais eu un marché d'État malien. Je n'ai jamais eu un marché de l'État du Mali et a fortiori un marché militaire. Je n'ai jamais été impliqué dans un contrat militaire, dans un contrat d'armement. C'est faux. L'État du Mali peut même certifier que c'est faux. Ils sont les premiers à savoir qu'il n'y a jamais eu mon implication sur l'achat d'un quelconque équipement militaire, et encore moins y servir d'intermédiaire entre Airbus et le Mali. Ça, franchement, c'est de l'intox pur. Et ça me fait plutôt rigoler qu'autre chose. Ok. Codiran va redémarrer dans le dernier trimestre de 2016, mais Monsieur le PDG, cette reprise coïncide à un moment où on assiste à une dépréciation de l'or sur le marché international. Le Mali, par exemple, vient de revoir à la baisse sa production de 52 à 47 tonnes. Est-ce que cette dépréciation de l'or ne va pas impacter négativement sur la reprise? Je ne crois pas. Il y a vraiment pas une vraie baisse du prix de l'or, parce qu'on est quand même sur plus de 1300 $ l'once. Bon, on ne peut pas dire qu'il y a une vraie baisse du prix de l'or. Moi aussi, j'ai été surpris de voir qu'il y a une révision à la baisse des prévisions d'or du Mali. Et en tout cas, pour nous, Wassoulor, nous maintenons nos objectifs de production et personne ne peut faire baisser nos prévisions à notre place. Donc nous avons investi 26 milliards pour le redémarrage. Nous avons appuyé notre passif exigible. Nous avons fait plus de 100 000 mètres de sondage. Nous maîtrisons notre géologie maintenant, qui était notre talon d'Achille. Et maintenant, nous sommes prêts à aller en production avec des objectifs de production de plus de 6 tonnes d'or par an. Et ça, nous allons le faire, Inch'Allah. Tout à fait. Mais sans le vouloir à ce niveau, Monsieur le PDG, c'est peut-être une pierre dans le jardin des multinationales, puisque ce sont les reproches qu'on leur formule la plupart du temps. Elles viennent exploiter, mais les populations environnantes ne bénéficient pas souvent de l'implantation de ces mines-là. Et vous semblez aller faire le contraire. Ouais. Au-delà des investissements miniers, il ne faut quand même pas oublier que c'est des milliers de familles, des milliers de Maliens qui vivent de ces projets. Et que depuis que nous sommes dans le Wassoulou, nous avons investi plus d'1 milliard dans le social. Nous avons été des acteurs majeurs de la construction de 4 mosquées dans le Wassoulou, de 2 écoles, d'un centre de soins. Nous avons fait des routes, nous avons fait des ponts sur le Faboulako et nous avons fait des digues de retenue d'eau pour les éleveurs, comme moi-même Supel. Donc j'oublie personne, les agriculteurs, les éleveurs. Donc je pense à tout le monde. On a voulu intégrer le projet à son environnement naturel. Et nous sommes même en train de développer la notion de cajouculteur pour introduire la culture des cajous dans cette région, parce que nous pensons à la mine et à l'après-mine. Donc un projet comme ça, à mon humble avis, doit être soutenu par tout Malien. Parce que non seulement c'est un projet qui peut faire gagner de l'argent à ses promoteurs, c'est un projet à fort potentiel de valeur ajoutée, c'est un projet qui crée des emplois, qui réduit la misère des Maliens, qui contribue en amont et en aval dans le développement économique durable de la région, avec tout ce que nous sommes en train de faire. Je pense que ça mérite d'être dit sans se vanter de ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Nous ne voulons pas être un rognier et c'est pour ça que nous sommes sur le terrain du social, du communautarisme, et les populations riveraines profitent bien
de la présence de Wassoulor. Comme je vous ai dit, des écoles ont été construites, des centres de soins ont été construits, on a fait des ponts, on a fait des routes, sans oublier tout ce qu'on fait pour les vaccinations quand il y a eu les épidémies de méningite et tout. Donc la société est bien intégrée dans son environnement naturel. Et un Malien, de par son humanisme, de par sa solidarité, de par sa générosité, je pense, est capable de mieux faire qu'une multinationale pour réduire la misère de son frère malien. D'accord. À travers Petroma, vous êtes également dans la recherche de gaz et de pétrole. À un moment, on a beaucoup entendu parler de Bouraké Bougou, qui constitue un espoir non seulement pour le Mali, mais pour toute l'Afrique, hein, en ce sens que ça va beaucoup réduire les coûts d'énergie et d'électricité. Où est-ce qu'on en est avec... Bouraké Bougou, comme vous le savez, c'est la première découverte d'hydrogène au monde. Nous sommes la seule société en recherche de pétrole et gaz à rester au Mali depuis la crise de 2012. Pratiquement toutes les sociétés opérant dans le secteur pétrolier et gazier ont quitté le Mali, donc sous prétexte de la clause de force majeure. Et nous sommes les seuls à rester et à contribuer au fonctionnement de l'OREP. Nous avons payé depuis plus de 2 milliards à l'OREP et nous sommes les seuls à braver cette situation difficile d'élever des fonds pour le Mali. Malgré tout, nous avons quand même pu mettre une unité pilote de production d'électricité sans émission de CO2. Et c'est la seule unité de production d'électricité avec l'hydrogène sans émission de CO2. Ça a été salué par tous les spécialistes du domaine et comme étant une des voies possibles de la transition énergétique. En 2012 également, Monsieur le PDG, on a découvert une autre facette de votre personnalité. Vous avez décidé de vous engager dans la politique et de soutenir le président Ibrahim Boubacar Keïta. Des explications? En 2012, l'engagement d'un Malien en politique me semble tout normal et naturel. Parce que nous vivions une époque qui ressemble à la France pendant l'occupation. Et quand un pays est occupé, tout le monde devient quelque part résistant. Donc pour moi, on a résisté sur le terrain économique en faisant beaucoup de donations aux veuves et aux orphelins des Aguelok. Et là, quand il y a eu les saccages des mausolées de Tombouctou, nous avons contribué aussi à leur réparation, et en envoyant de l'argent aux 3 mosquées d'Ingraïber, Sidi Yahya et Sankoré. Et il y avait des militaires blessés. On a fait des donations de médicaments à ces militaires blessés. Mais le terrain social et économique n'était pas suffisant comme terrain de résistance. Et pour moi, en 2012, qu'on soit marabout, qu'on soit shérif, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit cordonnier, cuisinier, et tout le monde s'est mis dans la politique parce que le pays a perdu en 3 après-midi 3 régions et que nous vivions une période d'occupation et c'était une façon de résister à l'occupant. Donc on est venu sur le terrain politique pour résister à ce qui s'est passé au Mali en 2012 pour dire plus jamais ça. Ok. Et l'ADP Maliba, l'Alliance démocratique pour le Mali, est devenu un des principaux partis de l'échiquier avec 4 députés, notamment à l'Assemblée nationale, une 2e vice-présidence. Monsieur le Président, on a vu que l'entente avec la majorité a été de courte durée puisque l'ADP Maliba vient de claquer la porte de la majorité. Est-ce que c'est sur vos instructions? Sachez avant tout que depuis le congrès de février 2015, je ne suis plus président de l'ADP Maliba. Honorable Tcham est le président du parti. Je reste président d'honneur, comme l'ont souhaité les militants. Et à ce titre, on m'informe de ce qui se passe dans le parti. La base du parti a saisi le comité exécutif sur la base de certains constats. Parce que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, quand le parti l'avait soutenu, il y avait une vision très forte dans son programme qui avait séduit nos militants. C'était l'émergence de champions maliens dans chaque secteur de l'économie de notre pays. Ils ont tiré le bilan après 3 ans de gestion du pays. Et ils ont saisi le comité exécutif sur une suspension de la participation de l'ADP Maliba
à la majorité présidentielle et ils ont fini par transformer cette suspension, après une consultation plus élargie auprès de la base, à un retrait pur et simple du parti de la majorité présidentielle. Sinon, il n'y a eu aucune instruction de ma part sur la décision. Et je trouvais que c'était très courageux de la part des jeunes qui dirigent le parti. Et c'était une manifestation évidente de la démocratie. Et le comité exécutif a prouvé qu'ils étaient à l'écoute de la base du parti. Et c'est ça une vraie démocratie. Monsieur le PDG, par rapport à ce retrait de l'ADP Maliba de la majorité présidentielle, certaines indiscrétions font état peut-être de l'implication, sinon que, en tout cas, le shérif de Nioro aurait été consulté avant la prise de cette décision. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Comme vous le savez, nous avons une relation privilégiée avec le shérif de Nioro. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes très fiers de l'état de nos relations avec les shérifs de Nioro. Et comme le disent les Maliens, Bougnabe, Bougnama Seguimbe. Donc l'aventure avait commencé ensemble avec lui pour soutenir le candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Quand les jeunes ont exprimé le souhait de se retirer de la majorité présidentielle, j'ai jugé nécessaire d'informer les shérifs de Nioro avant que la décision ne soit rendue publique. Sa réaction était « c'est normal que vous le fassiez, vous auriez dû le faire bien plus tôt et je suis avec vous et mes prières vous accompagnent ». C'était sa réaction. Si on n'est pas de la majorité, est-ce qu'on est de l'opposition ou on a tout simplement quitté la majorité? Le parti va organiser une conférence nationale pour redéfinir son positionnement et le cap politique qui est pour le Mali, qui restera pour le Mali. Donc c'est à la suite de cette conférence nationale que le positionnement définitif du parti sera connu. Un dernier mot, Monsieur le PDG, pour conclure l'entretien. Je remercie d'abord Africable d'avoir réalisé cette interview. J'espère qu'on aura l'occasion, après le redémarrage de la mine, d'ici la fin de l'année, de refaire une autre interview sur le terrain, sur le site, cette fois-ci. Vous avez fait la visite de la mine. Vous avez vu vous-même de visu ce qui est en train d'être réalisé sur place. Je pense que c'est un projet qui mérite d'être soutenu par tous les Maliens, compte tenu de la portée économique et sociale de ce projet sur la région de Sikasso. Au-delà de ça, le Mali traverse une période très difficile sur le plan sécuritaire. Je ne peux pas terminer cette interview sans émettre un vœu, sans faire une prière pour la paix, le retour de la paix, la réconciliation des Maliens, des Cailles à Kidal. Parce que sans paix durable, il ne saurait y avoir de développement durable. Et ça, c'est le mot de la fin. Le souhait, la prière pour la paix, pour le Mali. Merci, Monsieur Aliou Boubacar Diallo, président directeur général de Wassoulor. Avec lui, nous avons parlé de la reprise des activités de Kodjeran et de la mine, l'actualité politique également. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africable Télévision pour une autre émission de l'invité du jour.